Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle mue méridienne. Si votre journée a été longue ou si vous cherchez simplement un espace calme pour laisser votre esprit se déposer doucement, vous êtes exactement là où vous devez être. Prenez un instant pour vous installer. Laissez vos épaules descendre. Laissez votre respiration reprendre son rythme naturel, calme et profond. Et sentez le monde extérieur s'effacer doucement, comme une lumière que l'on tamise en fin de soirée. Ce soir, notre nuit méridiane vous emmène au cœur du plus grand récit jamais conté, celui de la vie elle-même, qui depuis 3,5 milliards d'années se transforme, s'adapte et continue, sans jamais s'interrompre. Le voyage commence maintenant, laissez-vous porter. La vie sur Terre a commencé il y a environ 3,5 milliards d'années, dans des océans chauds et peu profonds, sous une atmosphère que vous n'auriez pas pu respirer. Les premières formes. De vie n'était que de minuscules structures chimiques capables d'une seule chose, se copier elles-mêmes. Rien de plus. Pas d'yeux, pas de membres, pas de cerveau. Juste cette instruction fondamentale inscrite dans une molécule. Persiste, reproduis-toi, transmets. Et pourtant, de cette simplicité extraordinaire est né tout ce qui existe sur cette terre. Chaque arbre, chaque oiseau, chaque baleine bleue, chaque être humain, tout descend de ce premier instant chimique dans un océan antique. Vous portez en vous, dans chaque cellule, l'écho de ce commencement. L'évolution ne procède pas par projet ni par intention. Elle n'a pas de but, pas de direction, pas de vision d'ensemble. Elle fonctionne par un mécanisme simple et d'une efficacité stupéfiante. Les variations aléatoires apparaissent à chaque génération, et celles qui aident un organisme à survivre et à se reproduire dans son environnement ont plus de chances d'être transmises. C'est tout. Pas de planificateur, pas de dessin. Juste une sélection permanente, patiente, implacable, qui s'exerce sur des milliards d'individus pendant des millions de générations. Ce mécanisme, appelé sélection naturelle, a produit l'œil du faucon, l'intelligence du dauphin, la symphonie de la forêt tropicale. Et il continue de fonctionner en ce moment même dans tous les êtres vivants de la planète, y compris en vous. L'ADN est la langue dans laquelle la vie s'écrit depuis des milliards d'années. Cette molécule remarquable, une double hélice enroulée sur elle-même, composée de 4 lettres chimiques, répétées en milliards de combinaisons, contient les instructions pour construire et faire fonctionner chaque forme de vie connue. Ce qui est fascinant, c'est que cette langue est universelle. Les mêmes 4 briques de base, les mêmes mécanismes de lecture, les mêmes codes fondamentaux se retrouvent dans une bactérie, un champignon, un chêne centenaire, et un humain. Nous parlons tous la même langue moléculaire, héritée d'un ancêtre commun si ancien qu'il existait avant que les continents ne se séparent, avant que l'oxygène ne remplisse l'atmosphère, dans un monde que nous ne reconnaîtrions pas. L'extinction n'est pas une anomalie dans l'histoire de la vie, c'est l'une de ses règles fondamentales. Plus de 99% de toutes les espèces qui ont jamais existé sur Terre ont disparu. La vie n'est pas un musée permanent, c'est un flux perpétuel, un remplacement constant, une invention continue. Les 5 grandes extinctions de masse qui ont parsemé l'histoire géologique ont chaque fois effacé une part immense de la biodiversité existante, avant que la vie ne rebondisse, plus diversifiée encore, dans de nouvelles directions inimaginables. L'extinction des dinosaures non aviaires, il y a 66 millions d'années, a ouvert l'espace que les mammifères, vos ancêtres directs, ont progressivement occupé. Ce qui semble une catastrophe est parfois une porte. Les êtres humains partagent environ 98,7% de leur ADN avec les chimpanzés. Cette proximité génétique extraordinaire n'est pas une métaphore, c'est une réalité moléculaire mesurable. Cela ne signifie pas que vous êtes un chimpanzé modifié, ni que le chimpanzé est un humain inachevé. Cela signifie que vos 2 lignées partagent un ancêtre commun relativement récent dans l'échelle du temps évolutif, et que l'évolution a travaillé à partir du même matériau de base pour produire 2 créatures remarquablement différentes. Ce 1,3% de différence a produit le langage, la musique, la philosophie, les villes, la médecine et la capacité de réfléchir à sa propre évolution. Une mince frontière génétique pour un gouffre de possibilités. L'œil est souvent cité comme l'un des organes les plus complexes du monde vivant, et il est apparu de façon indépendante plus d'une 40aine de fois dans l'histoire de l'évolution. Des yeux à lentilles chez les vertébrés, des yeux à facettes chez les insectes, des yeux à miroir chez certains mollusques, des organes photosensibles chez les vers marins,
Chacun est une solution différente au même problème. Comment détecter la lumière pour naviguer dans le monde? Cette convergence évolutive, des solutions similaires produites de façon indépendante par des lignées sans lien, dit quelque chose de profond sur la nature des contraintes physiques dans lesquelles la vie opère. Certaines formes sont tellement efficaces que l'évolution les réinvente encore et encore chaque fois qu'elle en a besoin. L'évolution se produit à des vitesses très différentes selon les espèces et les pressions de l'environnement. Les bactéries, avec leur cycle de reproduction express, parfois 20 minutes, peuvent évoluer de façon visible en quelques jours en laboratoire. C'est ce qui explique la résistance aux antibiotiques. En quelques générations, une population bactérienne peut développer des mécanismes pour déjouer des médicaments conçus pour l'éliminer. Les grandes espèces à reproduction lente, les éléphants, les baleines, les humains, évoluent beaucoup plus lentement à l'échelle du temps humain. Mais toutes évoluent. Nous ne sommes pas les humains de il y a 100 000 ans. Nous sommes légèrement différents, le résultat de 100 000 ans de sélection silencieuse qui continue de s'exercer. La symbiose, la cohabitation mutuellement bénéfique entre deux espèces, est l'un des moteurs les plus puissants et les plus élégants de l'évolution. Votre corps héberge en ce moment plus de bactéries que vous n'avez de cellules humaines, principalement dans votre intestin. Ces bactéries ne sont pas des envahisseurs. Elles sont des partenaires évolutifs anciens, indispensables à votre digestion, à votre immunité, peut-être même à votre santé mentale. Chaque fleur à nectar et l'insecte pollinisateur qui la visite sont liés par une dépendance réciproque construite sur des dizaines de millions d'années. Les lichens, ces croûtes colorées sur les pierres et les arbres, sont en réalité une symbiose si intime entre un champignon et une algue qu'ils forment ensemble un organisme nouveau. La vie n'est pas seulement compétition. Elle est aussi, profondément, alliance. Les migrations de masse que l'on observe dans le monde animal, les gnous traversant le Serengeti, les monarques volant vers le Mexique, les saumons remontant les rivières, sont des comportements façonnés par des millions d'années d'évolution. Ces migrations ne sont pas planifiées consciemment. Elles sont inscrites dans le corps, déclenchées par des signaux environnementaux précis, la durée du jour, la température, les champs magnétiques. Un saumon qui remonte la rivière de sa naissance pour y frayer suit une carte olfactive et magnétique gravée quelque part dans son système nerveux lors de ses premières semaines de vie. Et quand il meurt après la fraie, son corps devenant nourriture pour la rivière et la forêt qui l'entoure, il offre les nutriments marins qu'il a accumulés pendant des années en pleine mer. Sa mort est un don. L'évolution a fait du sacrifice une stratégie de survie collective. Les plantes ont développé des défenses chimiques d'une sophistication remarquable au fil de leur évolution. Sans pouvoir fuir leurs prédateurs, elles ont appris à les empoisonner, à les repousser, à les manipuler. La caféine que vous consommez le matin est, dans la plante, un insecticide naturel, un composé qui paralyse les insectes et nuit à leur reproduction. La capsaïcine du piment brûle la bouche des mammifères, mais n'affecte pas les oiseaux, qui dispersent les graines sans les mâcher. Certaines plantes émettent des signaux chimiques volatiles lorsqu'elles sont attaquées par des insectes, avertissant les plantes voisines de la même espèce, qui renforcent alors leur défense chimique en réponse. Une communication muette, invisible, chimique, un réseau d'alarmes silencieux que la forêt utilise depuis des millions d'années. Le camouflage est une merveille de l'évolution, et souvent une course aux armements sans fin entre prédateurs et proies. Le poulpe peut changer la couleur et la texture de sa peau en quelques secondes pour se fondre dans n'importe quel environnement, rocher, sable, corail. Le papillon feuille morte ressemble à une feuille d'automne avec une précision qui étonne même les entomologistes les plus expérimentés. Nervures, taches de moisissure et tout. Le bâton insecte est devenu pratiquement indiscernable d'une brindille. Chacun de ces camouflages est le résultat d'une sélection progressive sur des millénaires, les individus les moins bien camouflés étant mangés en premier, les mieux dissimulés survivant pour transmettre leurs gènes. La beauté que vous admirez dans la nature est souvent une solution à un problème de survie. Les virus jouent un rôle dans l'évolution qui a longtemps été sous-estimé. Environ 8% de votre génome humain est composé d'anciennes séquences virales, des fragments d'ADN de virus qui ont infecté vos ancêtres il y a des millions d'années et se sont intégrés dans leur génome, transmis depuis de génération en génération. Certaines de ces séquences virales anciennes ont été recrutées par l'évolution pour de nouvelles fonctions. Certains gènes essentiels au développement du placenta chez les mammifères seraient d'origine virale. Les virus ne sont pas seulement des agents de maladie.
ils sont aussi des vecteurs de transfert génétique horizontal, des messagers entre espèces qui ont contribué, discrètement et massivement, à modeler la diversité du vivant. L'évolution a inventé le vol plusieurs fois, de façon indépendante. Les oiseaux ont développé leurs ailes à partir de membres antérieurs, au fil de dizaines de millions d'années de transition progressive depuis des dinosaures à plumes. Les chauves-souris ont suivi un chemin entièrement différent. Leurs ailes sont des mains aux doigts extraordinairement allongés, tendues par une membrane. Les insectes ont développé leurs ailes à partir d'extensions du thorax, dans un processus encore débattu par les entomologistes. Et les ptérosaures, ces reptiles volants de l'ère des dinosaures, avaient une aile construite différemment encore, soutenue par un seul doigt hypertrophié. 4 solutions différentes à la même contrainte physique gravitationnelle. 4 inventions parallèles du même miracle, quitter le sol. Les fossiles sont des lettres d'un alphabet que la Terre a écrit dans sa propre chair pendant des millions d'années. Chaque empreinte dans la roche, chaque os minéralisé, chaque trace de racines anciennes est une information sur ce qui existait avant nous. Une archive d'une densité et d'une richesse que nous n'avons encore déchiffrée qu'en partie. Les fossiles de transition, ces espèces qui présentent des caractéristiques intermédiaires entre deux groupes, sont particulièrement précieux. Ils révèlent les étapes d'une transformation qui a pris des millions d'années et que le temps ordinaire ne peut pas rendre visible. L'Archéoptéryx, mi-dinosaure, mi-oiseau, est peut-être le plus célèbre d'entre eux. Une créature à la fois deux choses, figée dans la pierre comme un instant entre deux mondes. L'intelligence a évolué indépendamment dans des groupes très éloignés les uns des autres. Les corbeaux et les perroquets, des oiseaux, sont capables de résoudre des problèmes, de fabriquer des outils, de planifier à court terme, malgré un cerveau structurellement très différent du cerveau des primates. Les pieuvres, des mollusques sans lien évolutif proche avec les vertébrés, démontrent une intelligence spatiale et comportementale qui continue de surprendre les chercheurs. Les dauphins ont développé des cultures locales, des dialectes, des comportements appris et transmis socialement, sans partager notre histoire évolutive. L'intelligence n'est pas le privilège exclusif d'un type de cerveau ou d'une lignée particulière. C'est une solution que la vie a trouvée plusieurs fois, par des voies différentes, parce qu'elle fonctionne. La dérive génétique est un moteur de l'évolution souvent méconnu, distinct de la sélection naturelle. Là où la sélection naturelle favorise systématiquement les traits avantageux, la dérive génétique est purement aléatoire. Certains gènes se transmettent, d'autres disparaissent simplement par hasard, indépendamment de leur utilité ou de leur nocivité. Dans les petites populations, cet effet du hasard peut être considérable. Des traits qui ne présentent aucun avantage particulier peuvent se fixer dans une population simplement parce que les individus qui les portaient ont eu, par chance, plus de descendants. La vie n'est donc pas seulement le résultat d'une optimisation logique, elle est aussi, en partie, le résultat du hasard pur. Ce que vous êtes est le produit à la fois de forces ordonnées et de coups de dés cosmiques. La coévolution entre deux espèces peut créer des dépendances si profondes qu'elles modifient la trajectoire évolutive de chacune pour des millions d'années. L'orchidée étoile de Darwin, une fleur de Madagascar avec un éperon nectarifère de 30 cm, avait été décrite par Darwin avant même que le pollinisateur correspondant ne soit identifié. Darwin avait prédit qu'il existait forcément un insecte avec une trompe de 30 cm capable de l'atteindre. Il a fallu des décennies après sa mort pour découvrir le sphinx de Morgan, un papillon de nuit à la trompe exactement adaptée. La fleur et le papillon se sont façonnés mutuellement, centimètre par centimètre, sur des millénaires. Deux êtres qui n'ont jamais communiqué, mais qui ont coévolué dans une intimité si précise qu'elle ressemble à une conversation. La paléontologie humaine nous révèle que notre espèce n'a pas toujours été seule. Il y a 100 000 ans, au moins 3 espèces humaines différentes coexistaient sur Terre. Homo sapiens, Homo neanderthalensis et les Denisoviens, découverts seulement en 2008 grâce à l'analyse d'un fragment d'os trouvé dans une grotte en Sibérie. Ces espèces ne s'ignoraient pas, elles se sont parfois rencontrées, et leur génome nous révèle qu'elles se sont aussi parfois reproduites ensemble. Environ 2% de l'ADN de la plupart des personnes non africaines est d'origine néandertalienne. Vous portez, peut-être, dans quelques cellules de votre corps, un fragment de gène transmis par un être qui vivait autour d'un feu, dans une grotte, il y a 60 000 ans.
La biologie évolutive du développement, un domaine né dans les dernières décennies, a révélé quelque chose de fascinant. Les gènes qui contrôlent le plan d'organisation fondamental du corps sont pratiquement identiques chez des animaux aussi éloignés qu'une mouche des fruits et un être humain. Ces gènes, appelés gènes OX, définissent l'organisation spatiale de l'embryon, ce qui sera la tête, ce qui sera la queue, ce qui sera le ventre. Ils se trouvent dans le même ordre sur le chromosome, s'expriment dans le même ordre et au même moment du développement, et ont la même fonction dans des lignées qui se sont séparées il y a plus de 500 millions d'années. L'architecture fondamentale de la vie animale était déjà fixée bien avant que les poissons n'apparaissent dans les mers. Nous partageons avec la mouche, des fruits, un plan d'architecture vieux d'un demi-milliard d'années. L'évolution humaine n'est pas terminée. Elle est plus lente à percevoir à l'échelle d'une vie humaine, mais les preuves de changements évolutifs récents, survenus dans les 10 000 dernières années, sont mesurables dans notre génome. La tolérance au lactose à l'âge adulte, capacité à digérer le lait sans inconfort, a évolué indépendamment dans plusieurs populations humaines qui pratiquaient l'élevage laitier, en quelques millénaires seulement. La résistance à certaines maladies infectieuses a évolué dans des régions où ces maladies étaient endémiques. Même la taille, la densité osseuse et peut-être certaines prédispositions cognitives ont été légèrement remodelées par les pressions évolutives récentes. Nous évoluons, lentement, invisiblement, dans le long silence des générations qui s'accumulent. La biodiversité actuelle de la Terre, estimée entre 8 et 10 millions d'espèces, dont seulement une fraction a été décrite par la science, est le résultat de milliards d'années d'expérimentation évolutive. Chaque espèce est une solution singulière à un ensemble de contraintes environnementales précises, un nœud dans un réseau de dépendance si complexe que retirer un fil peut faire trembler l'ensemble de la toile. La disparition d'une espèce pollinisatrice peut condamner les plantes qu'elle fertilisait, qui nourrissaient les animaux qui les mangeaient, qui nourrissaient à leur tour ceux qui les chassaient. La biodiversité n'est pas un luxe esthétique, c'est la résilience du système vivant planétaire, construite patiemment sur des éons, et fragile dans une façon que nous commençons seulement à comprendre. Les bactéries représentent sans doute la forme de vie la plus diversifiée et la plus répandue sur Terre. Elles vivent dans les âtus, sources hydrothermales à 200 degrés, dans les glaces polaires, dans les roches à plusieurs kilomètres de profondeur. Et pourtant, pendant les 2 premiers milliards d'années de la vie sur Terre, elles étaient les seules. Cette période immense, plus longue que toute l'histoire de la vie complexe qui a suivi, a été le temps de la mise en place des mécanismes fondamentaux, la photosynthèse, la respiration cellulaire, la réplication de l'ADN. Ces inventions bactériennes, perfectionnées pendant des milliards d'années, sont les moteurs qui font encore tourner presque toute la vie sur Terre aujourd'hui. Quand vous respirez, vous utilisez une invention vieille de 2,5 milliards d'années. L'apparition des cellules eucaryotes, les cellules avec un noyau, qui constituent tous les animaux, les plantes, les champignons et les protistes, est peut-être l'un des événements les plus importants de l'histoire du vivant. Et selon la théorie endosymbiotique, aujourd'hui largement acceptée, elle s'est produite non pas par une mutation, mais par une fusion. Une grande cellule a un jour englouti une bactérie, et au lieu de la digérer, elle a établi avec elle une symbiose permanente. Cette bactérie est devenue la mitochondrie, l'organite qui produit l'énergie dans chaque cellule de votre corps. Vous êtes, dans un sens très littéral, le résultat d'une ancienne fusion entre 2 formes de vie différentes. Chaque souffle que vous prenez ce soir, chaque battement de cœur, est alimenté par des descendants de cette bactérie ancienne qui a choisi de rester. La sélection sexuelle est un puissant moteur de l'évolution, distinct de la sélection naturelle pour la survie. Là où la sélection naturelle favorise les traits qui aident un organisme à vivre, la sélection sexuelle favorise les traits qui aident un organisme à se reproduire, même si ces traits représentent un coût en termes de survie. La queue du pan mâle est spectaculaire, voyante et alourdit considérablement son vol, le rendant plus vulnérable aux prédateurs. Et pourtant elle persiste, parce que les femelles choisissent préférentiellement les mâles aux queues les plus élaborées. Le chant du rossignol, la ramure du cerf, les denses couleurs des poissons tropicaux, autant de signaux qui ont coûté de l'énergie, de la visibilité, parfois de la sécurité, et qui ont été maintenus parce qu'ils communiquaient quelque chose d'essentiel. Je suis fort, je suis en bonne santé, mes gènes valent la peine d'être transmis. La domestication est une forme d'évolution guidée, accélérée et orientée par la sélection humaine plutôt que par l'environnement naturel. Le chien,
domestiqué du loup il y a 15 000 à 40 000 ans, est devenu en quelques millénaires un animal si différent de son ancêtre sauvage que certaines caractéristiques qu'on lui connaît, son aptitude à lire les expressions humaines, sa dépendance au groupe humain, ses yeux expressifs, n'existent dans aucune autre espèce de canidés. Le blé moderne, le maïs, la tomate, ces plantes cultivées sont si différentes de leurs ancêtres sauvages qu'elles ne pourraient pas survivre dans la nature sans intervention humaine. Nous avons été des agents évolutifs puissants pour des dizaines d'espèces, parfois avec des conséquences que nous n'avions pas prévues, et qui continuent de se déployer. Le principe de convergence évolutive révèle quelque chose de profond sur les lois qui gouvernent le vivant. Quand des espèces sans liens évolutifs proches développent de façon indépendante des structures similaires pour résoudre des problèmes similaires, le dauphin et le requin, de phylums entièrement différents, ont développé une forme hydrodynamique presque identique. Cela suggère que l'espace des solutions possibles n'est pas infini. La physique, la chimie, contraintes mécaniques de l'environnement, délimitent un ensemble de formes fonctionnelles que la vie redécouvre sans cesse. Ce n'est pas le hasard qui produit ces ressemblances, c'est la logique profonde de l'univers physique dans lequel la vie opère, qui impose ses propres règles de beauté et d'efficacité. L'évolution du cerveau humain est l'un des événements les plus remarquables de l'histoire du vivant. En seulement 3 millions d'années, un clignement d'œil dans l'échelle évolutive, le genre Homo a vu son volume crânien tripler. Cette expansion rapide n'est pas encore entièrement expliquée. Changement climatique, pression sociale croissante, usage des outils, langage, tous ces facteurs ont probablement interagi dans une boucle de rétroaction où chaque avancée cognitive créait de nouvelles pressions évolutives pour des cerveaux encore plus capables. Le résultat, votre cerveau, est l'objet le plus complexe connu dans l'univers. Observable, 100 milliards de neurones, 100 000 milliards de connexions, capables de ressentir de la beauté, de construire des cathédrales, de se demander d'où il vient. Un organe qui a évolué pour survivre dans la savane et qui passe ses nuits à contempler l'infini. Les plantes ont développé des relations si complexes avec leur environnement que certains chercheurs parlent aujourd'hui d'une forme d'intelligence végétale, non pas basée sur un cerveau ou un système nerveux, mais sur des réseaux de signalisation chimique et électrique d'une sophistication croissante. Les racines d'une plante explorent activement le sol, évitent les obstacles, cherchent l'eau et les nutriments avec une précision qui ressemble à de la navigation. Les arbres d'une forêt partagent des ressources à travers des réseaux mycorhiziens, des filaments de champignons qui relient les racines de centaines d'arbres différents dans un réseau souterrain d'échange. Les arbres mères nourrissent les jeunes pousses à travers ce réseau. La compétition et la coopération coexistent dans la forêt comme dans toute communauté vivante, tissées ensemble dans ce réseau invisible sous vos pieds. La résistance aux antibiotiques est l'évolution en temps réel, observable à l'échelle d'une génération humaine. Quand une population de bactéries est exposée à un antibiotique, la quasi-totalité est éliminée, mais quelques individus portent par hasard des mutations qui leur confèrent une résistance partielle. Ces survivants se reproduisent, transmettent leurs gènes résistants, et quelques générations plus tard, quelques jours dans le temps des bactéries, la population entière est résistante. Ce mécanisme, que Darwin aurait reconnu immédiatement, se produit dans les hôpitaux, les élevages industriels, les rivières contaminées, partout où des antibiotiques exercent une pression sélective. C'est un rappel que l'évolution n'est pas un phénomène du passé, confiné aux fossiles et aux âges géologiques. Elle se joue en ce moment même, à une vitesse que nous pouvons mesurer. La vie a colonisé des environnements que nous aurions jugés incapables de l'accueillir. Dans les sources hydrothermales des fonds marins, à des températures dépassant les 100 degrés, sous des pressions écrasantes, en l'absence totale de lumière, des communautés entières d'organismes vivent sans photosynthèse, alimentées par la chimiosynthèse. Dans les glaces antarctiques, des bactéries survivent dans des films d'eau liquide d'1 millimètre d'épaisseur. Dans les déserts de sel, des archées prospèrent dans des conditions qui tueraient toute autre forme de vie connue. Cette capacité de la vie à repousser ses propres limites, à trouver de l'énergie là où rien ne semble en contenir, à persister là où tout semble hostile, est peut-être le fait le plus étonnant de son histoire. La vie, une fois apparue, ne cherche pas seulement à se maintenir, elle cherche à s'étendre, dans tous les espaces possibles. La notion d'espèce, cette catégorie fondamentale de la biologie,
est en réalité bien plus floue que nos manuels scolaires ne le suggèrent. La définition classique, 2 individus appartiennent à la même espèce s'ils peuvent se reproduire entre eux et donner des descendants fertiles, est utile, mais présente de nombreuses exceptions. Des espèces considérées comme différentes se reproduisent parfois entre elles dans la nature, donnant des hybrides fertiles. Des populations de la même espèce deviennent parfois génétiquement si différentes qu'elles ne se reconnaissent plus comme partenaires potentiels, sans qu'aucune ligne claire ne marque le moment de la séparation. L'évolution est un processus continu, et les catégories que nous utilisons pour découper ce flux sont toujours approximatives, appliquées à une réalité qui n'a pas attendu nos ancêtres. Définition pour exister. Les animaux qui vivent dans des grottes obscures pendant des millénaires développent souvent des caractéristiques frappantes. Ils perdent leur pigmentation. Leur peau devient blanche ou translucide, puisque la couleur ne présente plus d'avantages sélectifs. Leurs yeux régressent jusqu'à disparaître complètement, de minuscules structures vestigiales couvertes de peau. En compensation, d'autres sens se développent de façon exquise. Lignes latérales plus sensibles, organes récepteurs de vibrations plus précis, chémorécepteurs plus denses. Ces animaux de caverne, des poissons, des crustacés, des insectes, sont des démonstrations vivantes du fait que l'évolution n'est pas un progrès vers une complexité croissante. C'est une adaptation à un environnement spécifique. Et parfois, adapter signifie perdre ce qui est devenu inutile, pour libérer l'énergie vers ce qui compte vraiment. La grande barrière de corail australienne et tous les récifs coralliens du monde sont des constructions évolutives d'une longévité et d'une complexité extrême. Le corail lui-même est une symbiose. Un animal minuscule qui héberge dans ses tissus des algues photosynthétiques, les zooxanthelles, dont il dépend pour sa nourriture et sa couleur. Cette symbiose, perfectionnée sur 250 millions d'années, a construit les structures vivantes les plus complexes de l'océan. Des villes sous-marines peuplées de milliers d'espèces, en relation d'interdépendance élaborée. La vie n'a pas attendu l'intelligence humaine pour construire des architectures complexes. Elle les a inventées, seule, patiemment, en s'emboîtant dans elle-même, en couches d'une profondeur que nous n'avons pas fini d'explorer. Les organes vestigiaux, ces structures que le corps conserve alors qu'elles ont perdu leur fonction d'origine, sont des fenêtres vivantes sur l'histoire évolutive espèce. L'appendice humain est souvent cité comme tel, vestige d'un sécom plus grand, utile à la digestion des végétaux chez nos ancêtres herbivores. Les os du bassin des baleines, de minuscules os flottants sans aucun membre attaché, sont les restes d'un squelette de membres postérieurs de l'époque où les ancêtres des baleines marchaient sur Terre il y a 50 millions d'années. Les muscles de vos oreilles, qui vous permettent, si vous êtes dans le petit pourcentage de personnes qui en sont capables, de bouger légèrement vos oreilles, sont les vestiges d'un mécanisme jadis utile pour orienter les oreilles vers des sons dans un environnement dangereux. Votre corps est une bibliothèque de votre propre histoire évolutive. L'évolution a produit des stratégies de reproduction d'une diversité extraordinaire. Certains poissons changent de sexe au cours de leur vie, mâle d'abord, femelle ensuite, ou l'inverse, selon les besoins de la communauté. Certains reptiles, comme les komodos, peuvent se reproduire par parthénogénèse, sans fécondation mâle, dans certaines circonstances. Certaines espèces de scorpions portent leurs petits sur le dos pendant des semaines après la naissance. Les grenouilles dendrobates transportent leurs têtards un par un vers des réservoirs d'eau dans les arbres. Chaque stratégie est le résultat d'un compromis évolutif entre le coût de la reproduction et la probabilité de survie des descendants. La vie a trouvé des centaines de façons différentes de se perpétuer, toutes valables, toutes le résultat d'un long dialogue avec un environnement particulier. La photosynthèse, ce processus par lequel les plantes et les algues capturent l'énergie du soleil pour transformer du dioxyde de carbone et de l'eau en glucose, est l'une des inventions les plus importantes de l'histoire du vivant. Elle est apparue il y a environ 2,5 milliards d'années, littéralement transformé l'atmosphère terrestre, libérant de l'oxygène comme sous-produit en quantité croissante, jusqu'à créer l'atmosphère riche en oxygène que vous respirez ce soir. Cette révolution atmosphérique, appelée la grande oxydation, a provoqué une extinction massive des formes de vie anaérobies qui existaient alors. Mais elle a ouvert la porte à la respiration aérobile et à toute la complexité du monde animal qui en dépend. L'oxygène que vous inspire ce soir est le cadeau d'une bactérie photosynthétique vieille de 2 milliards d'années. Les insectes,
avec plus d'1 million d'espèces décrites et probablement beaucoup plus non découvertes, représente la plus grande diversité animale sur Terre et l'un des succès évolutifs les plus spectaculaires de l'histoire du vivant. Ils sont apparus il y a environ 400 millions d'années, longtemps avant les dinosaures, longtemps avant les fleurs, et ont survécu toutes les extinctions de masse depuis. Leur secret ? Une adaptabilité remarquable, une reproduction rapide, une petite taille qui leur permet d'exploiter des niches inaccessibles aux grands animaux, et un exosquelette chitineux qui les protège avec une efficacité redoutable. Les abeilles ont façonné le destin de presque toutes les plantes à fleurs. Les fourmis ont construit des sociétés d'une complexité organisationnelle comparable à nos propres villes. La planète tourne en grande partie sur la biologie des insectes, invisible, insatiable et absolument indispensable. Chaque organisme vivant sur Terre partage avec vous un ancêtre commun ultime, un être minuscule et unicellulaire qui vivait dans les eaux chaudes d'une Terre primitive il y a environ 3,5 milliards d'années. Cet ancêtre universel commun, que les biologistes appellent parfois LUCA, pour Last Universal Common Ancestor, n'a pas laissé de fossiles. Mais il a laissé quelque chose de plus durable, les mécanismes moléculaires fondamentaux que tous les êtres vivants ont hérités et conservés. Le code génétique, les ribosomes qui lisent les gènes, les mécanismes de réplication de l'ADN, tout cela est universel, partagé, ancestral. Quand vous regardez un arbre, un oiseau, une fleur, un champignon, vous regardez un cousin lointain, séparé de vous par des milliards d'années de divergence évolutive, mais portant dans chacune de ses cellules le même héritage moléculaire originel. L'évolution nous révèle quelque chose de profond sur notre place dans le monde. Nous ne sommes pas séparés de la nature. Nous en sommes une expression, la plus récente dans certains lignages, parmi les plus complexes dans d'autres. Chaque gène dans votre corps a une histoire, souvent vieille de centaines de millions d'années, transmise à travers une chaîne ininterrompue d'êtres vivants depuis l'origine de la vie. Vous êtes le maillon actuel d'une chaîne qui n'a jamais rompu. Chaque être qui vous a précédé, jusqu'au premier organisme unicellulaire dans un océan archaïque, a survécu, s'est reproduit, vous a transmis quelque chose. Il n'y a eu aucune interruption, aucun vide. 3,5 milliards d'années de vie continue, sans jamais s'éteindre. Et vous êtes la suite de cette histoire. Cette nuit, dans votre lit, vous êtes l'évolution qui se repose. L'évolution des couleurs dans le règne animal raconte des histoires d'une complexité fascinante. Le rouge vif d'une grenouille dendrobate n'est pas une erreur de camouflage, c'est une affiche. Un avertissement chimique, je suis toxique, ne me mangez pas. Cette stratégie, l'aposématisme, est apparue indépendamment dans des dizaines de lignées animales, des guêpes aux champignons, des nudibranches aux chenilles. Le mimétisme bathésien va plus loin encore. Certaines espèces parfaitement inoffensives ont évolué pour ressembler à des espèces dangereuses, profitant de la réputation d'un autre sans en payer le coût biologique. La couleuvre faux corail imite les couleurs du serpent corail venimeux, et les prédateurs, qui ont appris à l'éviter, sont dupés. La couleur, dans la nature, est un langage, une information encodée dans la lumière, lue et interprétée par des millénaires de coévolution. La notion d'altruisme évolutif, comment des comportements apparemment désintéressés persistent dans des espèces soumises à la sélection naturelle, a longtemps été une énigme. Si la sélection favorise les individus qui maximisent leur survie et leur reproduction, pourquoi une abeille ouvrière sacrifie-t-elle sa vie pour la ruche ? La réponse réside dans la sélection de parentèle. Les abeilles ouvrières partagent une grande partie de leur génome avec la reine et les autres ouvrières. En protégeant la ruche, elles protègent indirectement leurs propres gènes, répandus dans les milliers de corps qui l'habitent. L'altruisme n'est pas une contradiction de la sélection naturelle, c'est une extension de son logique, appliquée non pas à l'individu, mais au gène. Ce qui survit, en dernier recours, c'est toujours l'information génétique, portée par autant de corps que possible. L'évolution du langage humain est l'un des mystères les plus profonds de la biologie. Comment est-on passé des vocalisations primitives de nos ancêtres hominidés à la complexité grammaticale, métaphorique et symbolique des 6000 langues qui existent aujourd'hui? Les traces anatomiques sont là, la descente du larynx, la forme particulière de notre cage thoracique qui permet un contrôle fin du souffle,
la structure de l'hyoïde. Les traces génétiques aussi, le gène FOXP2, identifié comme un acteur clé dans le développement du langage, présente des mutations récentes dans la lignée humaine absentes chez les autres primates. Mais le mystère reste entier dans ses détails. Comment la première phrase a été prononcée, ce qu'elle disait, qui l'entendait. Le langage est peut-être la mutation évolutive la plus conséquente de l'histoire humaine, et nous n'en connaissons pas encore l'origine précise. Les fourmis ont construit des sociétés qui ressemblent aux nôtres, à tel point que les biologistes utilisent parfois les mêmes termes pour les décrire. Agriculture, élevage, guerre, esclavage, infrastructure urbaine. Les fourmis champignonistes cultivent des champignons depuis 50 millions d'années, bien avant que l'agriculture humaine n'existe. Les fourmis coupeuses de feuilles maintiennent des jardins fongiques d'une hygiène si précise qu'elles ont développé des antibiotiques naturels produits par des bactéries symbiotiques qu'elles portent sur leur corps. Les fourmis légionnaires forment des armées mobiles de millions d'individus qui avancent comme une vague, consommant tout sur leur passage. Ces comportements complexes, construits collectivement, sans chef, sans plan, sans conscience individuelle de l'ensemble, émergent de règles simples suivies par chaque individu. Une intelligence collective que l'évolution a construite sur 50 millions d'années et que nous essayons d'imiter dans nos algorithmes de calcul. La régénération est une capacité que certains animaux ont conservée, développée à des degrés que l'humain ne peut qu'envier. La planaire, ce ver plat que l'on trouve dans les étangs, peut être découpé en dizaines de morceaux et chaque morceau régénérera un animal complet en quelques semaines. L'axolotl, une salamandre mexicaine, peut régénérer des membres entiers, des portions de cœur, des segments de moelle épinière, avec une fidélité structurelle parfaite. Certaines étoiles de mer régénèrent un bras perdu, et parfois, le bras lui-même régénère le reste du corps. Ces capacités de régénération fascinantes sont l'une des frontières les plus actives de la biologie. Comprendre leurs mécanismes moléculaires pourrait un jour transformer la médecine régénérative humaine. L'évolution a déjà résolu certains des problèmes que notre médecine cherche encore à résoudre. L'évolution du système immunitaire est une course aux armements permanente entre les pathogènes et leurs hôtes. Chaque génération d'humains, de souris, de poissons doit faire face à des virus et des bactéries qui mutent constamment. Et le système immunitaire doit s'adapter, mémoriser, anticiper. Le résultat est un système d'une complexité vertigineuse, des milliards de cellules spécialisées qui patrouillent en permanence tous les espaces de votre corps, capables de reconnaître des millions de molécules étrangères différentes et d'y répondre de façon précise et mémorisée. Ce système n'est pas inné dans tous ses détails. Il apprend, au cours de votre vie, de chaque infection, de chaque vaccin, de chaque exposition. Votre immunité est une bibliothèque que vous construisez depuis votre naissance, et elle raconte l'histoire de tout ce à quoi votre corps a survécu. La migration des continents, la dérive des plaques tectoniques, a façonné l'évolution du vivant en isolant et remettant en contact des populations d'organismes à l'échelle de dizaines de millions d'années. Quand le continent australien s'est séparé du reste du monde il y a environ 70 millions d'années, il emportait avec lui les ancêtres des marsupiaux, kangourous, koalas, wombats, diables de Tasmanie, qui ont évolué depuis lors dans un isolement presque complet. Lorsque les Amériques du Nord et du Sud se sont connectées il y a environ 3 millions d'années via l'isthme de Panama, un grand échange phonique s'est produit, des espèces du Nord envahissant le Sud et vice-versa, avec des conséquences évolutives considérables. La géologie et la biologie ne sont pas des sciences séparées, elles sont les auteurs conjoints du même récit planétaire. L'histoire évolutive des baleines est l'une des plus belles que les fossiles aient jamais racontées. Les baleines sont des mammifères, elles respirent de l'air, allaitent leurs petits, ont une température corporelle régulée, et leurs ancêtres marchaient sur Terre. Le fossile de la Pachycetus, une créature de la taille d'un loup qui vivait il y a 53 millions d'années, présente des dents et des os de l'oreille caractéristiques des cétacés modernes, mais des membres pour marcher sur la terre ferme. En quelques millions d'années, ses descendants ont progressivement colonisé les eaux peu profondes, puis les océans ouverts, perdant leurs membres postérieurs, développant leur nageoire caudale horizontale, transformant leurs narines en évents au sommet du crâne. La transition d'un mammifère terrestre à la baleine bleue s'est jouée en moins de 20 millions d'années. C'est peut-être l'une des transformations morphologiques les plus radicales et les mieux documentées de l'histoire du vivant.
L'épigénétique a révolutionné notre compréhension de l'hérédité et de l'évolution. Pendant longtemps, on pensait que seule la séquence d'ADN, les gènes eux-mêmes, était héritée d'une génération à l'autre. L'épigénétique montre que des modifications dans l'expression des gènes, l'activation ou la désactivation de certains gènes sans modification de la séquence elle-même, peuvent parfois être héritées. Des expériences sur des souris ont montré que des traumatismes ou des expériences spécifiques pouvaient modifier l'expression de certains gènes chez les descendants, sans que les gènes eux-mêmes aient changé. Cela ne valide pas le lamarckisme naïf. Les caractères acquis ne se transmettent pas de façon générale. Mais cela suggère que l'hérédité est plus riche et plus nuancée que le schéma simple de l'ADN seul, et que l'environnement peut laisser des traces moléculaires qui voyagent à travers les générations. La biologie marine des profondeurs continue de révéler des formes de vie qui défient nos catégories et notre imagination. Dans les zones hadales, les profondeurs supérieures à 6000 mètres, sous des pressions plusieurs plus 1, centaines de fois supérieures à la pression atmosphérique, des crevettes transparentes, des holoturies gélatineuses et des poissons aux yeux télescopiques ont évolué des adaptations que nous commençons à peine à comprendre. Les protéines de ces animaux sont structurellement différentes de celles des animaux de surface, modifiées par l'évolution pour fonctionner sous des pressions qui dénatureraient les nôtres. Les membranes de leurs cellules contiennent des proportions inhabituelles de certains acides gras qui maintiennent leur fluidité dans le froid extrême des abysses. Leurs corps sont des solutions évolutives à des problèmes physiques que la vie a mis des millions d'années à résoudre dans l'obscurité et la pression des profondeurs. La notion de niche écologique est fondamentale pour comprendre comment des espèces coexistent sans s'éliminer mutuellement. Une niche n'est pas simplement un habitat, c'est l'ensemble des ressources qu'une espèce exploite, des moments où elle est active, des interactions qu'elle entretient avec d'autres espèces. Deux espèces qui occupent exactement la même niche ne peuvent théoriquement pas coexister longtemps. L'une finira par éliminer l'autre. En revanche, des espèces légèrement différentes dans leur façon d'exploiter les ressources disponibles peuvent coexister dans un équilibre stable, ce qu'on observe dans presque tous les écosystèmes complexes. La diversité des espèces dans une forêt tropicale est la preuve que l'évolution a produit des solutions d'une finesse extraordinaire pour diviser les ressources disponibles en niches de plus en plus spécialisées, permettant à des milliers d'espèces de cohabiter sans se détruire. L'évolution du système nerveux est une trajectoire fascinante qui part des organismes les plus simples. Les cnidaires, méduses et coraux, ont un réseau nerveux diffus, sans centre, sans cerveau. Chaque cellule nerveuse connectée aux autres dans un filet sans hiérarchie. Les vers plats ont développé les premières concentrations de cellules nerveuses à l'avant du corps, une céphalisation primitive qui annonce le cerveau. Les arthropodes ont des ganglions nerveux segmentés. Les poissons ont un cerveau avec des régions distinctes spécialisées. Les mammifères ont développé un néocortex, cette couche externe du cerveau humain, responsable de la pensée abstraite, du langage, de la conscience, qui n'existait pratiquement pas dans les lignées reptiliennes. Votre cerveau actuel contient des couches évolutives anciennes, le tronc cérébral, le système limbique, emballés dans une évolution plus récente. Quand vous rêvez ce soir, des structures anciennes comme le cerveau des reptiles coexistent avec votre néocortex dernier-né. L'île est l'un des laboratoires évolutifs les plus fascinants de la planète. Isolée du continent par des océans infranchissables, populations d'animaux et de plantes qui s'y trouvent évoluent en vase clos, libérées de certaines pressions de sélection et soumises à d'autres entièrement nouvelles. Les Galapagos, l'archipel qui a inspiré Darwin, en sont l'exemple le plus célèbre. Des pinsons issus d'un ancêtre commun qui a colonisé les îles se sont diversifiés en 13 espèces différentes, chacune avec un bec adapté à une source de nourriture particulière. À Madagascar, l'isolement de 160 millions d'années a produit une faune unique, des lémuriens aux formes allant du pygmée à l'homme, une faune de caméléons représentant la moitié des espèces mondiales, des plantes et des insectes que l'on ne trouve nulle part ailleurs. L'isolement géographique est un amplificateur de l'évolution. Il prend le fil de la vie et le tisse en tapisserie d'une originalité absolue. L'évolution a créé des structures capables de traitement de l'information d'une sophistication extraordinaire, sans jamais avoir besoin de comprendre ce qu'elle faisait. Le cerveau n'a pas été conçu, il a émergé, couche par couche,
de pression de sélection étalée sur des centaines de millions d'années. La capacité à reconnaître un visage, à anticiper une trajectoire, à ressentir de la douleur ou du plaisir, à éprouver de l'empathie. Chacune de ces fonctions a été façonnée par des avantages de survie et de reproduction précis. Mais l'ensemble du système produit quelque chose que ses composants ne laissaient pas prévoir. La conscience. La capacité de se tourner vers soi-même et de se demander d'où l'on vient. Vous utilisez ce soir un organe construit par des millions d'années de sélection aveugle pour contempler le processus même qui l'a construit. C'est l'un des moments les plus étranges et les plus beaux que l'évolution ait jamais produit. La parthénogenèse, reproduction sans fécondation, est une stratégie évolutive que l'on observe dans un nombre surprenant d'espèces. Des pucerons se reproduisent par parthénogenèse pendant tout l'été, générant des générations de clones en quelques jours, avant de revenir à la reproduction sexuée à l'automne. Des espèces de lézards entièrement femelles existent, des populations sans aucun mâle, se reproduisant exclusivement par clonage. Des requins en aquarium ont pondu des œufs fertiles en l'absence totale de mâles avec qui ils auraient pu s'accoupler. Cette plasticité reproductive dit quelque chose d'essentiel sur la nature de la reproduction dans le monde vivant. La sexualité n'est pas une nécessité absolue, mais une stratégie parmi d'autres, conservée parce qu'elle produit la diversité génétique nécessaire pour faire face à les environnements changeants. Et parfois, quand les circonstances l'exigent, la vie trouve d'autres chemins. L'homéothermie, la capacité à maintenir une température corporelle constante indépendamment de la température ambiante, est une innovation évolutive qui a transformé les possibilités de la vie animale. Les reptiles, les amphibiens, les poissons dépendent de la chaleur de leur environnement pour rester actifs. Par temps froid, ils ralentissent, parfois jusqu'à l'immobilité. Les oiseaux et les mammifères, en revanche, maintiennent leur température interne à un niveau constant grâce à un métabolisme beaucoup plus élevé. Cela permet une activité dans des conditions qui paralyseraient les ectothermes, la chasse par les nuits d'hiver, les migrations à travers des latitudes inhospitalières, la vie dans des environnements polaires. En contrepartie, ce maintien thermique coûte une quantité d'énergie considérable. Un mammifère doit manger beaucoup plus qu'un reptile de même taille. Mais le gain en flexibilité et en opportunité est immense. L'évolution de la douleur est profondément instructive. La douleur n'est pas une malédiction. C'est un système d'alarme perfectionné par des millions d'années de sélection naturelle. Les rares individus humains qui naissent sans capacité à ressentir la douleur, une condition génétique appelée insensibilité congénitale à la douleur, ne vivent généralement pas longtemps sans intervention médicale intensive. Ils se blessent sans s'en rendre compte, développent des infections sans alarme corporelle, s'abîment les articulations sans signal de surcharge. La douleur est désagréable précisément parce qu'elle doit être. Un signal ignorable ne servirait à rien. Votre capacité à souffrir est une des adaptations les plus sophistiquées que l'évolution ait construites pour vous maintenir en vie. Et peut-être que savoir cela, que même la douleur a une logique et un sens dans le grand récit du vivant, aide à la porter différemment. Les microbes qui vivent dans votre intestin, votre microbiome, sont en coévolution avec vous depuis des millions d'années. Les bactéries de votre intestin ne sont pas de simples passagères. Elles participent à votre digestion, produisent des vitamines essentielles, régulent votre système immunitaire et communiquent avec votre cerveau via le nerf vague dans ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau. Des études récentes suggèrent que la composition de votre microbiome peut influencer votre humeur, votre niveau d'anxiété, vos préférences alimentaires. Vous abritez environ 100 000 milliards de micro-organismes, 10 fois le nombre de vos cellules, qui ont coévolué avec votre lignée depuis que vos ancêtres hominidés existaient. Vous n'êtes pas un individu isolé, vous êtes un écosystème. Un partenariat de millions d'espèces qui voyagent ensemble à travers le temps. La construction de nids est l'un des comportements les plus sophistiqués que l'évolution ait façonné chez les oiseaux. L'oiseau jardinier de Nouvelle-Guinée construit des structures décoratives d'une complexité architecturale stupéfiante. Des avenues ornées de coquillages, de baies colorées, de fleurs arrangées par teintes, non pas pour abriter ses œufs, mais pour séduire les femelles.
Certains oiseaux tissent des nids d'une précision mécanique qui défie l'entomologie, nouant des centaines de bras végétaux en structures résistantes et thermorégulées. La cigogne construit des plateformes de brindilles qui peuvent peser plusieurs centaines de kilos après des décennies d'utilisation et de reconstruction. Ces comportements architecturaux complexes, instinctifs dans leurs grandes lignes, mais enrichis et personnalisés par l'apprentissage, sont le résultat d'une sélection qui a récompensé pendant des millions d'années les constructeurs les plus habiles avec les succès reproductifs les plus élevés. L'évolution a produit des organismes capables de survie dans des conditions d'une extrémité qui semblent défier les lois de la biologie. Le tardigrade, un minuscule animal de moins d'1 millimètre, aussi appelé ours de l'eau, peut survivre dans le vide de l'espace, à des températures proches du zéro absolu, sous des doses de radiation 100 fois mortelles pour un humain, sans eau pendant des décennies. Il y parvient en se déshydratant presque complètement et en entrant dans un état appelé anhydrobiose, une forme de vie suspendue dans laquelle son métabolisme s'arrête presque entièrement. Des tardigrades revenus à la vie, après avoir été exposés aux conditions spatiales, ont été observés en laboratoire. Si la vie existe ailleurs dans l'univers, elle pourrait y ressembler, petite, silencieuse, presque imperceptible, et d'une résilience absolue. L'évolution culturelle, la transmission de comportements appris d'une génération à l'autre, en dehors de la génétique, mécanisme évolutif que l'on observe chez plusieurs espèces animales, mais qui atteint chez l'humain une dimension entièrement nouvelle. Les cétacés ont des dialectes locaux, des techniques de chasse transmises entre générations, des comportements de jeu spécifiques à certaines populations. Les chimpanzés utilisent des outils différents selon leur groupe d'appartenance. Certains utilisent des pierres pour casser des noix, d'autres des bâtons pour extraire des termites, et ces pratiques sont enseignées aux jeunes. Mais l'évolution culturelle humaine, avec le langage comme vecteur, l'écriture comme mémoire externe, les institutions comme structure de transmission, a acquis une vitesse et une complexité sans équivalent dans le monde vivant. Nous évoluons désormais à 2 vitesses. La vitesse lente de la génétique et la vitesse fulgurante de la culture. La respiration elle-même est un héritage évolutif dont nous oublions souvent la complexité. L'oxygène que vous respirez ce soir entre dans vos poumons, traverse les parois des alvéoles vers le sang, est capté par l'hémoglobine de vos globules rouges, transporté jusqu'à chaque cellule de votre corps et utilisé dans les mitochondries pour produire l'ATP, la monnaie énergétique universelle du vivant. Ce circuit, perfectionné sur des centaines de millions d'années, implique des dizaines de protéines spécialisées, des millions de cellules coordinating, des signaux chimiques d'une précision extraordinaire. Et il fonctionne en automatique, sans que vous ayez à y penser, sans que vous le demandiez, pendant toute votre vie. Chaque souffle que vous prenez ce soir est le résultat d'une ingénierie évolutive vieille de 500 millions d'années, qui continue de fonctionner dans le silence de votre corps endormi. Le taux d'évolution d'une espèce dépend en partie de la taille de sa population. Les grandes populations, avec des milliers ou des millions d'individus, accumulent plus de mutations favorables et éliminent plus efficacement les mutations délétères. Les petites populations sont plus sujettes à la dérive génétique, la perte aléatoire de variants génétiques, et à la consanguinité, qui réduit la diversité. Lorsque les populations se fragmentent, par destruction d'habitats, par barrières géographiques, chaque fragment évolue séparément, accumulant ses propres particularités. Si les fragments se rejoignent plus tard, les différences accumulées peuvent avoir suffi à créer 2 espèces là où il n'y en avait qu'une. La géographie est une écriture que l'évolution lit dans le corps des espèces qu'elle produit. Chaque isolement, chaque pont, chaque barrière laisse une signature génétique durable. La danse des abeilles, la danse frétillante décrite et décodée par Carl von Frisch dans les années 1940, est peut-être la forme de communication symbolique la plus sophistiquée, connue en dehors du langage humain. En traçant sur les rayons de la ruche une figure en 8 à un angle précis par rapport à la verticale, l'abeille transmet à ses congénères la direction exacte d'une source de nourriture par rapport au soleil, sa distance approximative et la qualité de la récolte. Tout cela dans une danse silencieuse de quelques secondes. Elle corrige même son indication pour tenir compte du déplacement du soleil pendant le vol d'aller-retour. Ce langage de position et de direction, absent chez tous les autres insectes connus,
a évolué chez les abeilles mellifères comme un outil de coordination sociale d'une précision extraordinaire. Dans la ruche obscure, les corps qui dansent parlent un langage que l'évolution a mis des millions d'années à écrire. La durée de vie des espèces varie de façon extraordinaire selon leur place dans l'arbre évolutif. La mouche des fruits vit environ 3 semaines, une vie entière, complète, avec reproduction et mort. Une palourde océanique de l'Islande, connue sous le nom de Ming, a été découverte avec un âge estimé de 507 ans, née du vivant de Léonard de Vinci. Certains arbres, les séquoias géants de Californie, peuvent vivre plus de 3000 ans. Un arbre pando dans l'Utah, une colonie de peupliers partageant un système racinaire commun, serait un organisme clonal vieux de plus de 80 000 ans. Et des bactéries dormantes ont été réveillées après des millions d'années piégées dans des cristaux de sel. La vie a des rapports au temps aussi divers que les formes qu'elle a inventées, chacun parfaitement adapté au contexte dans lequel l'évolution s'est exercée. L'évolution des fleurs est intimement liée à l'évolution des insectes, pollinisateurs, une histoire de coévolution qui s'est jouée sur 100 millions d'années. Les premières plantes à fleurs, les angiospermes, sont apparues à l'ère des dinosaures, et leur diversification explosive a coïncidé avec celle des insectes pollinisateurs. La couleur, la forme, le parfum, la quantité et la composition du nectar, tout cela a été sculpté par des millions de générations d'interactions entre plantes et pollinisateurs. Les fleurs tubulaires sont adaptées aux papillons à longue trompe. Les fleurs à plateforme large aux abeilles. Les fleurs rouges et sans odeur aux oiseaux-mouches, qui voient bien le rouge mais ont peu d'olfaction. Ce n'est pas un hasard, c'est une conversation biologique entre espèces, menée en silence et en couleur sur des dizaines de millions d'années. L'optimisation est un concept évolutif réel mais limité. L'évolution ne produit pas des solutions parfaites, elle produit des solutions suffisamment bonnes pour le contexte actuel, à partir des matériaux disponibles, avec les contraintes héritées du passé. Le nerf laryngé de la girafe, qui descend du cerveau au larynx en faisant un détour de plusieurs mètres par la poitrine, au lieu de prendre le chemin direct de quelques centimètres, est un exemple célèbre de cette imperfection héritée. Ce chemin absurde est le résultat d'une évolution progressive depuis les poissons, chez qui ce nerf n'avait pas besoin de ce détour. Chaque stade intermédiaire était fonctionnel, mais le résultat final est loin d'être optimal. L'évolution n'est pas un ingénieur omniscient qui repart de zéro, c'est un bricoleur qui ne peut travailler qu'avec ce qu'il a déjà. Les céphalopodes, pieuvres, seiches, calmars, sont peut-être les cerveaux les plus étranges que l'évolution ait produits. Leurs neurones sont distribués partout dans leur corps. 2/3 de leurs neurones se trouvent dans leurs bras, qui peuvent agir de façon semi-autonome. Ils ont un niveau d'intelligence comportementale remarquable. Résolution de problèmes, mémoire, communication par changement de peau, avec un cerveau structurellement totalement différent du nôtre, et un ancêtre commun qui vivait il y a plus de 500 millions d'années. Si l'intelligence a évolué dans une lignée aussi éloignée, cela suggère que la complexité cognitive n'est pas liée à une architecture cérébrale particulière, mais à certaines pressions évolutives, certaines connectivités, certaines interactions avec un environnement complexe, et peut-être à des choses que nous ne comprenons pas encore. L'évolution des sociétés animales complexes, fourmis, abeilles, termites, mais aussi dauphins, éléphants, humains, révèle que la vie tend parfois vers une organisation à plusieurs niveaux. Des individus coopèrent pour former des colonies, des groupes ou des sociétés qui acquièrent des propriétés émergentes, impossibles à un individu seul. Une fourmi seule est relativement limitée. Une colonie de fourmis est capable de construire des cités, de cultiver des champignons, de faire la guerre. Un humain seul dans la nature peine à survivre. Une société humaine a marché sur la Lune. Cette tendance à l'organisation collective, qui n'est pas universelle mais qui est réapparue dans des lignées très différentes, pourrait être l'expression d'un attracteur évolutif, une façon d'être qui, dans certains contextes environnementaux, conférait des avantages reproductifs si puissants qu'elle s'est maintenue et développée. L'histoire des grandes extinctions est aussi l'histoire des grandes renaissances. Après chacune des 5 extinctions massives, la diversité de la vie a mis des millions d'années à se rétablir, mais elle s'est rétablie, et souvent de façon plus inventive qu'avant. Après la grande extinction du Permien, la plus massive de l'histoire,
qui a éliminé près de 96% des espèces marines et 70% des espèces terrestres, la vie a mis environ 10 millions d'années à retrouver une diversité comparable. Elle a alors inventé les dinosaures, les premiers mammifères, les premières fleurs. Après l'extinction du Crétacé, les mammifères ont diversifié en quelques millions d'années en une extraordinaire variété de formes. Baleines, chauves-souris, chevaux, éléphants, primates. La vie ne capitule pas. Elle attend, dans les corps des survivants, et repart. Les migrations verticales des organismes marins, ce phénomène où des millions d'êtres vivants remontent chaque nuit vers la surface et redescendent au lever du jour, constitue peut-être la plus grande migration animale quotidienne de la planète. Des krill, des méduses, des petits poissons, des crevettes, guidés par la lumière, fuyant les prédateurs visuels dans le jour, remontant dans l'obscurité pour se nourrir en surface. Cette migration quotidienne transporte d'immenses quantités de matière organique des profondeurs vers la surface et inversement, contribuant à la circulation des nutriments dans l'océan global. C'est un ballet invisible, joué chaque nuit dans les eaux noires du monde entier, par des milliards d'acteurs qui ne se connaissent pas, obéissant à des signaux lumineux simples et anciens, et redistribuant la matière de la vie à l'échelle planétaire. L'évolution a parfois procédé par sauts, des changements rapides suivis de longues périodes de stabilité relative, dans ce que les paléontologues Stephen Jay Gould et Niles Eldredge ont appelé l'équilibre ponctué. Cette théorie suggère que l'évolution n'est pas toujours un processus graduel et continu. Elle peut rester stable pendant des périodes immenses, puis changer rapidement en réponse à une perturbation environnementale ou à une innovation biologique clé. L'explosion cambrienne. Cette période, il y a 540 millions d'années, pendant laquelle presque tous les grands plans d'organisation animale actuels sont apparus en quelques dizaines de millions d'années, est l'exemple le plus frappant de cette accélération ponctuelle. En quelques instants géologiques, la vie a inventé les yeux, les membres, les coquilles, la prédation active, et a dessiné les contours du monde animal que nous connaissons encore aujourd'hui. La neuroplasticité, la capacité du cerveau à se réorganiser en réponse à l'expérience, est une propriété évolutive d'une importance considérable pour notre espèce. Contrairement à la plupart des autres organes, dont la structure est largement fixée à la naissance, le cerveau humain continue de se reconfigurer tout au long de la vie, formant de nouvelles connexions, renforçant les chemins fréquemment empruntés, laissant s'atrophier ceux qui ne le sont pas. Cette plasticité extraordinaire est ce qui permet l'apprentissage, la récupération après des lésions cérébrales, l'adaptation à de nouveaux environnements. Elle est aussi ce qui rend les expériences vécues, douloureuses ou apaisantes, si importantes dans la formation de qui nous sommes. Votre cerveau, en ce moment, pendant que vous vous endormez, consolide les souvenirs de votre journée, réorganise ses connexions, se prépare à demain. L'évolution a construit dans votre crâne un organe qui se répare et se perfectionne pendant votre sommeil. La science qui étudie l'évolution est elle-même une forme d'évolution, un processus cumulatif, correctif, où les meilleures idées remplacent les moins bonnes, où les preuves modifient les théories, où des découvertes inattendues ouvrent des horizons nouveaux. Darwin a posé les fondations en 1859. La génétique mendélienne a été intégrée dans les décennies suivantes. La découverte de l'ADN en 1953 a révolutionné la compréhension des mécanismes moléculaires. Le séquençage du génome, l'épigénétique, la biologie des systèmes, la paléogénomique, chaque décennie ajoute de nouvelles couches à notre compréhension. Ce que nous savons de l'évolution en 2026 est le résultat de 165 ans de science accumulative et une infime fraction de ce qu'il reste à découvrir. Le récit du vivant est beaucoup plus vaste, plus ancien et plus étrange que ce que nous pouvons imaginer. Et ainsi, notre voyage de ce soir touche doucement à sa fin. Nous avons traversé 3,5 milliards d'années d'histoire, effleuré la naissance de la première cellule dans un océan archaïque, contemplé l'apparition des yeux, des ailes, du cerveau, de la conscience. Et nous nous sommes retrouvés, à la fin de ce long voyage, exactement là où vous êtes ce soir, dans ce corps remarquable, héritier de milliards d'années d'expérimentation silencieuse, portant dans chaque cellule la mémoire de tout ce qui a dû survivre pour que vous soyez là. Il n'y a rien à retenir de tout cela, rien à résoudre, rien à analyser. Laissez ces pensées se poser doucement
comme des feuilles sur une eau immobile. Sentez le poids de votre corps dans votre lit. Laissez vos épaules se relâcher complètement. Laissez votre mâchoire se desserrer. Laissez votre respiration trouver sa profondeur naturelle. Il n'y a nulle part où aller. Vous êtes exactement là où vous devez être. Dormez bien, faites de beaux rêves et bonne nuit.